Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78, une émission spéciale enregistrée à Madrid, en Espagne. Voici le sommaire. Un traité d'amitié et de coopération entre la France et l'Espagne a été récemment signé. Quels en sont les objectifs? Rencontre avec Stéphane Vojetta, député de la 5e circonscription des Français de l'étranger. L'Espagne est membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, 86% des Espagnols se sentent citoyens de l'Union européenne. Juan Cuesta, président d'Europe en Plus, sera notre invité. L'Espagne occupe la 36e place sur 180 pays dans le classement mondial pour la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Nous ferons le point avec Pilar Bernal, vice-présidente de RSF Espagne. Le tourisme en Espagne, le pays a accueilli plus de 71 millions de visiteurs l'an dernier, dont un peu plus de 6 millions à Madrid. Nous verrons les atouts de la capitale espagnole. « 280 000 Espagnols vivent en France et 150 000 Français vivent en Espagne. Les relations entre les deux pays sont anciennes. Cette année, le traité signé entre les deux États à Barcelone a pour objectif de les accélérer. À l'image des traités signés avec l'Allemagne et l'Italie, on fait le point sur les relations franco-espagnoles avec le député Stéphane Vojetta. Zone Europe. Bonjour Stéphane Vojetta. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Zone Europe. Vous êtes depuis 2021 député des Français établis hors de France de la 5e circonscription, des Français vivant en Espagne, au Portugal, à Andorre et aussi à Monaco. Et à Monaco. La France et l'Espagne ont donc signé un traité d'amitié et de coopération visant à renforcer leurs liens. Alors on peut le comparer à d'autres traités comme celui d'Aix-la-Chapelle en 2019, le traité franco-allemand, mais aussi le traité franco-italien du Quirinal en 2021. Alors en tant que député, vous avez suivi de près ce dossier. À quoi sert ce traité d'amitié entre les deux États, français et espagnol? Bien, d'abord, c'est un traité qui vient culminer une trajectoire de rapprochement et d'amélioration des relations entre la France et l'Espagne. La France et l'Espagne ont une histoire un peu compliquée, notamment à l'époque de la dictature espagnole, il y avait une grande mésentente entre les deux pays, et même durant la phase de transition démocratique de l'Espagne, il y avait à l'époque, là encore, une mésentente, notamment au niveau agricole, au niveau également de la sécurité intérieure, avec la France qui donnait trop souvent l'accueil à des terroristes, en tout cas présumés comme tels, membres de l'ETA en Espagne. Donc depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on a vraiment vu une amélioration des relations bilatérales. Et je pense que ce traité, qui venait juste un an après le sommet de Montauban, en 2021, eh bien, a permis vraiment de démontrer au monde entier à quel point l'axe franco-espagnol est devenu un axe prépondérant en Europe. Alors vous étiez présent le 19 janvier 2023 lorsque ce traité a été signé donc à Barcelone, un choix pas anodin. Il y a là-bas la plus grande communauté française d'Espagne et c'est aussi là-bas qu'il y a eu des velléités un petit peu indépendantistes ces dernières années qui se sont calmées. C'était pas un hasard, Barcelone? Non, ce n'était pas un hasard. Barcelone est une ville magnifique, et effectivement, qui accueille une grande partie des Français qui ont choisi de vivre en Espagne. Et effectivement, la ville de Barcelone a été choisie également, aussi bien par l'Espagne que par la France, pour démontrer qu'une page s'était refermée, qu'on avait tourné la page des troubles indépendantistes qui avaient fait beaucoup de mal à l'attractivité de la Catalogne et de Barcelone en particulier. Et là, grâce à ce sommet, on a pu remettre Barcelone au centre du jeu, au centre de la scène des relations bilatérales et donc du jeu européen. Et je pense que aussi bien le gouvernement français que le gouvernement espagnol s'en réjouissaient énormément. Alors ce traité, il a pour vocation de dynamiser les échanges politiques entre les deux pays. Il y aura désormais un sommet franco-espagnol chaque année, alternativement en France et en Espagne. Des ministres pourront également assister régulièrement au Conseil des ministres du pays voisin. Alors à quoi ça peut servir ces rapprochements politiques? À peser davantage ensemble dans l'Union européenne et à défendre les intérêts communs des deux pays?
Je pense que c'est un reflet d'abord. Comme vous l'avez dit, c'est seulement le troisième traité de ce genre, après le traité d'amitié avec l'Allemagne, puis celui avec l'Italie signé en 2021. C'est seulement le troisième traité d'amitié bilatéral. Et en s'assurant ainsi de la compénétration de nos institutions et de nos instances de gouvernance politique, on s'assure également que nos positions seront alignées. Et il est important que les positions de la France et de l'Espagne soient alignées, ou en tout cas qu'on ait le temps de travailler en amont sur nos positions, que ce soit sur la défense, sur l'agriculture, sur le commerce, sur la politique extérieure, parce que, in fine, l'axe franco-espagnol devient un axe de plus en plus prépondérant en Europe. Il ne vous aura pas échappé que l'axe franco-allemand s'est un peu affaibli, l'axe franco-britannique avec le Brexit a disparu. L'idée, c'est aussi d'avoir des alternatives, s'appuyer sur d'autres pays que forcément l'Allemagne, qui parfois, c'est parfois compliqué, on le sait, en fonction des Ça s'est un peu différents compliqué sujets. ces dernières années avec l'Allemagne, alors qu'on avait évidemment une vocation d'amitié à très long terme avec l'Allemagne. Mais ceci dit, il est bon d'avoir des relais, il est bon de ne pas marcher sur une seule jambe. Et avec l'Espagne, je pense qu'on a une deuxième jambe très solide, d'autant plus que l'Espagne est à la fois notre premier client et notre premier fournisseur. Donc il est important qu'on puisse travailler ensemble en amont et que effectivement on puisse donc avoir cette représentation de la France dans le Conseil des ministres espagnol et vice-versa. Je voudrais qu'on parle de la défense maintenant. Alors, la coopération en matière de défense entre la France et l'Espagne, c'est surtout le SCAF, le système de combat aérien du futur, qui remplacera le futur Rafale. Alors, il y a l'Allemagne aussi dans le projet, la Belgique qui l'a rejoint récemment cette année. Alors, chaque année aura lieu un conseil de défense également franco-espagnol. La France et l'Espagne ont des intérêts communs, notamment en Afrique du Nord et en Méditerranée. Effectivement, l'axe défense du traité de coopération, du traité d'amitié est fondamental. Et il est surtout basé sur les aspects industriels. À l'évidence, il faut que nous ayons avec l'Espagne une position commune vis-à-vis de notre politique extérieure, politique de défense, notamment en termes de soutien à l'Ukraine dans le conflit actuel. Mais il est également très important qu'il y ait une collaboration au niveau européen qui se développe afin que nous puissions développer des technologies, des outils, des armements qui soient interopérables entre nos armées. Il n'y a pas encore d'armée européenne, il y en aura peut-être une un jour, mais pour l'instant on a des armées nationales, mais qui seront amenées peut-être à collaborer et à être ensemble sur des terrains d'action dans l'avenir. Et il est important que dans ce cadre-là, elles puissent partager des technologies compatibles. Et le mieux, c'est de partager une technologie européenne plutôt que les technologies alternatives qui sont souvent fournies par nos concurrents. Alors, vous êtes entrepreneur, donc j'imagine que vous êtes sensible à ces chiffres, aux chiffres des échanges économiques franco-espagnols. Vous l'avez dit, la France est le premier partenaire économique de l'Espagne, qui est lui le quatrième client de la France. Alors en 2021, les échanges bilatéraux de biens entre les deux pays ont atteint leur niveau record, 78,2 milliards d'euros. Ces échanges, est-ce qu'ils devront encore croître à l'avenir selon vous? C'est la suite logique? Je pense qu'ils ne feront que croître à l'avenir. C'est logique entre deux pays qui se ressemblent et qui sont complémentaires en termes industriels, en termes agricoles notamment. C'est logique aussi puisqu'on partage une frontière et que de plus en plus on va avoir des interconnexions énergétiques, interconnexions de données, interconnexions ferroviaires, routières qui vont s'améliorer, qui vont donner de meilleures infrastructures pour permettre là encore d'améliorer cette interaction commerciale. Et à partir de là, il est fondamental notamment, et c'est notamment ce qu'établit également le traité d'amitié, d'avoir chaque année, là encore, une sorte de sommet économique auquel participeront notamment le MEDEF et son homologue espagnol. Pour finir, Stéphane Vojetta, parlons maintenant de ce projet de gazoduc. L'énergie, c'est devenu un sujet très important, primordial pour l'Europe depuis la guerre en Ukraine. Il y a un projet donc de gazoduc entre Barcelone et Marseille. Les deux pays vont construire un tuyau sous la Méditerranée pour transporter l'hydrogène vert. Cela devrait aboutir environ aux alentours de 2030. L'objectif, donc, envoyer de l'hydrogène vert vers l'Europe du Nord, vers l'Allemagne notamment, pour faire fonctionner son industrie. Cela sera important pour les objectifs du pacte vert européen. L'Espagne, le Portugal aussi veulent devenir les champions de cette énergie verte du futur. Exactement, c'est important pour ces objectifs, c'est aussi important pour les objectifs de la France, de notre gouvernement, de décarboner l'énergie française. C'est pour ça qu'il y a eu une petite mésentente avec l'Espagne qui, il y a encore un an, souhaitait que l'on remette sur la table le projet MidCat, qui était un gazoduc qui allait passer sous les Pyrénées et qui allait transporter du gaz naturel qui pourrait être importé sous forme liquéfiée par l'Espagne et ensuite envoyé vers le nord de l'Europe et notamment l'Allemagne qui en avait bien besoin suite au blocage de Gazprom. En l'occurrence, avec la France, on a dû être ferme pour dire non à une infrastructure qui ne contribuerait pas au décarbonement de notre économie.
En revanche, on a ouvert la porte, soutenu par l'Europe, sur le fait que l'on construise des infrastructures qui permettront effectivement d'aborder de manière conjointe l'énergie du futur. L'énergie du futur, c'est un hydrogène vert, un hydrogène produit grâce à des sources d'électricité renouvelables, vertes, en Espagne. L'Espagne qui sera un producteur de cette source d'énergie et exportateur à partir de 2030-2035. Et donc à ce moment-là, la France pourra importer de l'hydrogène vert. Et je pense que ce sera une bonne nouvelle aussi bien pour la France que pour l'Espagne. Merci beaucoup Stéphane Vegeta d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes député des Français établis en Espagne, au Portugal, à Andorre et à Monaco. Como el candor de una rosa. Depuis le 1er juillet, Madrid dirige les débats politiques de l'UE, et ce jusqu'à la fin de l'année. Quelles priorités, quels enjeux? On en parle avec Juan Cuesta, président d'Europa en Suma. Zone Europe. L'Espagne dirige aujourd'hui la présidence du Conseil de l'Union européenne. Nous allons parler avec vous, Juan, des priorités de l'Espagne pour l'Europe lors de ce semestre. Commençons avec le pacte migratoire. C'est un sujet qui concerne beaucoup l'Espagne. C'est l'un des thèmes phares sur lequel la présidence espagnole veut mettre l'accent, car comme l'ensemble des pays de la mer Méditerranée, nous sommes parmi les plus touchés par cette immigration incontrôlée. C'est quelque chose qu'on traîne depuis longtemps, mais on n'arrive pas à avoir le filon solidaire des partenaires européens. C'est terriblement difficile d'arriver à ce qu'ils s'engagent tous solidairement pour répartir les demandes d'asile, car on ne peut pas continuer comme ça. Que les pays d'arrivée doivent assumer tout ce coût, cette attention et cette intégration. Cependant, il y a eu une avancée importante avec des chiffres sur la table pour que les pays qui ne veulent pas assumer leur quota de réfugiés solidairement, payent pour aider les pays qui acceptent de les accueillir. Mais cela est évident qu'il faut travailler à l'échelle européenne pour trouver des solutions. Il faut se battre contre les politiques restrictives des forces d'extrême droite qui influencent chaque fois plus les gouvernements européens. Il faudrait contrôler l'immigration. Il faut faire une politique à la source. Il faut assumer solidairement les réfugiés qui arrivent. Et il faut être généreux. On a été très généreux avec les réfugiés ukrainiens. On en a accueilli plus de 4 millions. Nous pourrions faire un effort, je ne dis pas similaire, mais dans le fond, un grand effort pour en accueillir d'autres, arrivant de Libye ou d'autres endroits de la planète. L'Espagne a aussi un lien particulier avec l'Amérique latine. Elle veut profiter de cette présidence du Conseil de l'UE pour avancer plus sur les relations, changer les relations avec le continent sud-américain. Il y a aussi l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui est très compliqué. Oui, il y a l'accord déjà conclu ou pratiquement conclu de commerce avec le Mercosur. Cela fait des années et ce n'est pas toujours terminé. Je crois que vous en savez quelque chose en France, des raisons pour lesquelles ce dossier traîne depuis longtemps. Je crois qu'il y a eu des initiatives, mais pas une forte volonté politique de rétablir les relations entre ces deux régions, entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Nous les avons délaissés un peu, et pas seulement l'Union européenne. L'Espagne aussi, et cela me fait énormément de mal. Ce sont nos frères, ce sont des gens avec qui on partage une culture similaire, une langue. C'est un immense potentiel, une richesse énorme, et nous l'avons vu maintenant lorsque l'Union européenne a essayé aux Nations unies de condamner l'invasion russe en Ukraine. Nous avons vu les pays d'Amérique latine s'abstenir.
Que faut-il en penser? Demandons-nous, que n'avons-nous pas fait pour en arriver à ce genre de situation? Je crois que les autorités européennes et espagnoles ont fait leur autocritique de ce que nous avons mal fait et de ce que nous aurions dû faire. Nous allons retracer ce chemin erratique et nous allons donner une impulsion à ces relations. Je pense que l'Amérique latine a besoin du soutien de l'Union européenne et vice-versa. Et de cela peut sortir de bonnes choses, de grands accomplissements et des bénéfices pour tous. Autre priorité, autre thème important en ce moment, c'est la réindustrialisation de l'Europe. Nous avons vu lors de ces dernières années la faiblesse de secteurs comme l'énergie ou la santé aussi. C'est une priorité de plus pour ce semestre. C'est une priorité, évidemment. Une des idées lancées par la présidence espagnole, ce qui s'appelle l'autonomie stratégique ouverte, désormais on parle d'autonomie stratégique en pensant au matériel de défense. Après aussi la présidence de Donald Trump aux États-Unis, eh bien, il a essayé de dissoudre l'Union européenne dans l'OTAN et toutes les autres choses qui lui passaient par la tête. Donc, au vu de cette attitude, nous avons vu que l'autonomie stratégique devait être promue par l'Union européenne. Mais ensuite, la Covid est arrivée, la guerre est arrivée. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes dépendants en matière d'énergie, en matière sanitaire. Partant de ça, nous avons lancé l'Union européenne de la santé. Nous avons vu notre dépendance dans plusieurs domaines et de cela, je pense qu'est née une idée joyeuse. Récupérer, impulser une nouvelle autonomie stratégique ouverte dans tous ces domaines, pas seulement dans la défense. L'énergie, bien sûr. Nous étions dépendants de la Russie. La santé aussi, nous nous étions rendus compte que nous ne fabriquions pas de masques ni de respirateurs, nous devions les trouver en Chine. Tout cela, il faut le résoudre et l'Espagne veut aussi, dans ce concept d'autonomie stratégique ouverte, donner une nouvelle impulsion. Et dans le domaine de la réindustrialisation, c'est clair que c'est quelque chose que nous avions déjà depuis quelques années abandonné. Je ne sais pas si, de force, une fois j'ai entendu à Bruxelles qu'il disait que, globalement, l'industrie, c'était en Chine, l'innovation, c'était aux États-Unis, l'agriculture, c'était en Amérique latine et en Afrique, et l'Europe, ce qui restait à l'Europe, le pacte climatique. Et cela est un problème sérieux. Je pense que le pacte industriel, le plan qu'a Ursula von der Leyen, est justement pour donner un autre chemin, une impulsion à l'industrie européenne. C'est clair que les aides d'État pour lesquelles nous avons promis de participer, comme l'ont fait d'autres pays, comme les États-Unis ou la Chine, sans aller plus loin, car ils vont se heurter, semble-t-il, à la discipline budgétaire qu'il semble que nous ayons encore essayé de récupérer après la Covid. Ici, miramos. Et si l'on regarde pour finir les sondages, on voit que les Espagnols sont l'un des peuples qui se sentent le plus européens. Comment peut-on l'expliquer? Comment se puede explicarlo? Bueno, pues yo creo que Je pense que depuis le temps de la dictature, l'Europe pour nous est une référence de liberté. C'est la vocation des Espagnols. Passer les Pyrénées et respirer. Je crois que cela est un peu resté dans le subconscient. L'Europe, c'est la liberté et ça a toujours été notre vocation. Lorsque Franco est mort, récupérer les libertés, les Espagnols sont parvenus à entrer dans l'Union européenne. L'année 1986, pour nous, c'était la fête. C'était une fête parce que nous pouvions dialoguer au même niveau avec nos voisins européens et nous pouvions bénéficier de la solidarité européenne. C'est quelque chose que l'Espagne a pu voir. Il n'y a pas de ponts, de bibliothèques, de stations, de chemins de fer, d'autoroutes, de marchés, de lycées, collèges, qui ne portent pas une plaque indiquant qu'ils ont été réalisés avec des fonds européens.
Même les professeurs de formation professionnelle touchent leur salaire de fonds européens. Cela, ce sont des choses que les Espagnols savent. Après, pour ceux qui se questionnent, ils disent « Voyons ce qui se passe quand les Espagnols sont au guichet automatique. Ils mettent la carte, le guichet automatique c'est l'Europe, et ils mettent la carte. Et il n'y a plus d'argent, parce que l'Espagne a relevé son niveau. Et il y a d'autres pays qui sont entrés avec moins de revenus, et il a fallu les aider. Voyons comment se porte l'européisme des Espagnols. Eh bien, malgré ça, il reste très haut. Les eurobaromètres auxquels vous faisiez référence lorsqu'on demande où aller plus loin, céder quelles compétences de souveraineté à l'Union européenne, dans n'importe quel domaine, les Espagnols sont le pourcentage le plus nombreux qui veulent céder des compétences de souveraineté à l'Union européenne. J'espère qu'on avance vers cela et que les voix qui veulent renationaliser, ce que préconise surtout l'extrême droite ici et dans n'importe quel autre pays européen, ne parviendront pas à cet objectif. Muchas gracias, Juan Cuesta. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans En Europe. Je rappelle donc que vous êtes le président d'Europa en Suma. Enrique Iglesias. Reporters sans frontières sort chaque année son classement de la liberté de la presse. En 2023, le meilleur élève de l'UE, c'est l'Irlande, à la 2e place. La Grèce, elle, fait office de cancre des 27 à la 107e position. Entre les deux, la France occupe la 24e place et l'Espagne est 36e. On en discute avec Pilar Bernal, journaliste espagnole, vice-présidente de Reporters sans frontières en Espagne. Zone Europe. Pilar Bernal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez longtemps travaillé pour Telecinco, une chaîne en Espagne. Vous êtes donc vice-présidente de Reporters sans frontières Espagne. Cette année, RSF a mis l'accent sur la désinformation. Elle s'inquiète des dernières mesures sur Twitter notamment et aussi de l'apparition de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels on s'inquiète également ici en Espagne ? Oui, parce que la désinformation, c'est une menace globale. Aujourd'hui, on le voit par rapport à la guerre en Russie. Et il y a des armées de trolls qui essayent de faire plus toxique l'environnement. D'influencer aussi. Oui, médiatique dans toute l'Europe. Et ici en Espagne, il y a un certain climat toxique dans les réseaux sociaux. Et donc c'est très important une éducation médiatique pour que les citoyens peuvent résister à cette sorte de puissance toxique de la désinformation. Aujourd'hui, on parle tout le temps de la guerre, c'est très proche de nous, très proche des frontières de l'Union européenne, mais on ne doit pas oublier la guerre hybride qui cause la désinformation. Cet outil, ce type de guerre ne se déclare pas, mais continue. Et c'est une menace claire pour les démocraties. C'est pour ça que, d'une partie, les sources d'autorité qui sont les journalistes comme une garantie de qualité, et d'autres, il faut penser que la désinformation débilite, fait plus faible la démocratie. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer de façon médiatique, éducation média en général. Et ça, c'est un topic, un issue important ici en Espagne aujourd'hui. Alors justement, le pays ici est classé 36e au classement des pays sur le classement RSF de la liberté de la presse cette année. Donc la liberté de la presse est considérée comme plutôt bonne en Espagne. Quels sont les efforts à faire justement ?
Bon, en Espagne est dans les 36 Meilleur pays. Oui, de la classement mondial des Reporters sans frontières. Et c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on a fallu 4 postes. Vous avez rétrogradé de 4 places. Oui, on a rétrogradé 4 places. Et ça, c'est parce que l'environnement médiatique en Espagne, c'est assez toxique, avec beaucoup de polarisation politique. Et ce n'est pas normal dans des autres pays que tous les médias soient tellement idéologisés. L'information, c'est cher, l'opinion, c'est pas cher. Et ici en Espagne, malheureusement, on est devant beaucoup de médias avec beaucoup d'opinions et trop peu d'informations. Et ça, c'est un problème. Et en plus, il y a une concentration médiatique assez importante, surtout dans l'audiovisuel. Et ça joue toujours contre le pluralisme. Et si tu trouves, et là on est en campagne électorale et ça se voit très, très clairement, et si tu as des adversaires qui se battent aussi dans les sols médiatiques, dans l'espace médiatique, et évidemment l'opinion publique est moins plurielle et moins libre et moins critique pour se construire ses propres avis. L'Espagne a aussi des liens particuliers avec l'Amérique latine. Là-bas, la liberté de la presse est encore un petit peu plus compliquée. Quels sont les liens que vous entretenez avec vos homologues latino-américains ? Oui, et en Amérique latine, la plupart des pays plus dangereux pour être journaliste sont là-bas. Et donc, si tu vas au Mexique, au Venezuela, au Nicaragua, même la Colombie, il y a beaucoup de journalistes en danger. Et on essaye d'ici, des Reporters sans frontières Espagne, et faire une sorte de port d'entrée pour ces collègues en danger. Vous accueillez donc des journalistes latino-américains ici en Espagne ? Oui, et ils viennent quand ils sont dans une situation critique. Ils viennent pour 3 mois. Ils se reposent, ils retrouvent la calme, les soutiens psychologiques, les soutiens économiques aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce pays, les journalistes est aussi un métier très précaire. Et pas très professionnel pour certaines personnes. Et donc c'est important pour eux de les soutenir économiquement et psychologiquement. Et on a créé ici en Espagne avec certains universitaires un concept qui s'appelle Espace sûr pour les journalistes. Donc ils viennent pour partager avec des étudiants et aussi ses expériences et sa connaissance du métier, etc. Et voilà, on travaille aussi avec la maire à Madrid, Barcelone, Zaragoza, et on essaye de les soutenir parce que vraiment la liberté de presse dans des pays qui fassent un contrôle très dur, comme aujourd'hui, maintenant la Nicaragua, mais Cuba au Venezuela aussi, et qui fassent un contrôle censure et aussi mettre en prison cette professionnelle, ils ont besoin d'une aide qu'on essaye de les donner. Alors vous le savez, Pilar, l'Espagne a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne de juillet jusqu'à donc fin décembre. Est-ce que cette relation entre donc l'Espagne et l'Amérique latine
va-t-elle être mise en avant pour améliorer les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine? Bon, je pense, je suis sûre, et c'est un des principaux objectifs de la présidence espagnole. Et il faisait 8 ans qu'il n'y avait pas une rencontre entre les pays de l'Union européenne et les pays de l'Amérique du Sud, et ça va arriver moitié juillet à Bruxelles. Et c'est une des priorités absolues du gouvernement espagnol. Il s'essaye d'être les ponts entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, et il s'insiste dans l'idée de que la société latino-américaine et les sociétés européennes sont les plus compatibles, les deux régions les plus compatibles du monde par rapport aux valeurs, aux libertés, aux différentes valeurs. Et ils vont essayer de faire cette lien, endurci cette lien pendant la présidence espagnole. Dernièrement, il y a juste 2 semaines, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été en Amérique du Sud. Et aussi parce que les ressources naturelles, c'est une région où il y a beaucoup de ressources naturelles, et dans un contexte géopolitique comme ce que vivent maintenant en Europe avec il y a aussi des intérêts stratégiques. Voilà, c'est très important aussi, les lithium et des ressources naturelles comme le lithium notamment. Merci beaucoup Pilar Bernal d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes vice-présidente de Reporters sans frontières en Espagne. En 2022, l'Espagne a reçu 71,6 millions de touristes étrangers. Parmi eux, 6 millions ont choisi la capitale, Madrid. Pourquoi venir ici? J'ai rendez-vous avec Laura Navarrete, la directrice marketing de Destination Madrid. Zone Europe. Hola, Laura Navarrete. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, on va commencer avec les atouts touristiques de Madrid. Quels sont-ils? Pourquoi venir à Madrid? Sí, pues nosotros lo que buscamos principalmente es aquel... Nous, ce que nous cherchons principalement, c'est de répondre aux besoins des touristes en quête de différentes formes de loisirs, de divertissement, d'art, de patrimoine, de gastronomie, de sport que la ville peut offrir. En vrai, l'offre à Madrid est immense et ce que nous cherchons, c'est que les touristes qui arrivent dans la ville profitent de la vie et de toutes ces activités, qu'ils participent avec les habitants aux activités de la ville. Con el público local, que participe de la actividad que se hace en la ciudad y la verdad que chaque fois, nous sommes très fiers de voir que les touristes mettent Madrid en valeur, surtout le style de touristes que nous visons. Les touristes qui viennent de loin, parce qu'au final, ils augmentent leur séjour moyen dans la ville et ajoutent également de la valeur à l'activité touristique.
Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici? Quels sont les lieux à ne pas rater, à visiter absolument? Sí, pues muy recurrentes son todos los sitios Il y a tous les lieux vinculados liés a à notre patrimoine, à la culture historique de la ville, à l'art. Les musées sont très connus. C'est ce qu'on appelle le triangle d'or de l'art. C'est vrai que chaque jour, des musées plus petits prennent davantage d'importance. Ils ont leur charme particulier, car ils sont soit dédiés à un artiste, soit dédiés à une œuvre particulière, et sont, comme beaucoup, plus recherchés et beaucoup plus difficiles à découvrir. Ensuite, bien sûr, Madrid est une ville ouverte qui permet de profiter de la nature. Nous avons été désignés pour la 3e année consécutive la ville la plus arborée. Et cela est cohérent avec notre slogan « Madrid, c'est la vie ». On peut profiter de la ville aussi depuis des endroits un peu touristiques. À la fin, tout est lié, comme nous l'avons dit, à cet art, à cette culture, à ce patrimoine, à cette gastronomie, car au final, nous l'apprécions toujours. On peut profiter à la fois de quelques tapas dans un bar au coin de la rue, de l'un des 22 restaurants étoilés Michelin que nous avons à Madrid, ajouté à toute l'offre culturelle que nous avons. Il y a les événements musicaux et sportifs. Le shopping est aussi un atout reconnu du tourisme dans la ville. Alors Madrid, c'est 6 millions de touristes étrangers en 2022. Qu'est-ce que ça pèse économiquement pour la ville? J'imagine que ça a une importance. Oui, totalement. Je crois que la pandémie, nous l'avons surmontée, mais elle nous a montré qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui vivaient grâce au tourisme. Par exemple, les blanchisseries. Eh bien, on a vu qu'elles ont fermé parce qu'elles dépendaient des clients des hôtels et de tout ce secteur d'affaires. À la fin, c'est quand on perd quelque chose que l'on remarque l'importance qu'a pour nous le tourisme. Notre rôle est de continuer à apporter notre contribution à la ville, continuer à ce que le tourisme et la ville coexistent dans un espace convivial pour tous, et aussi de favoriser la décentralisation des zones afin qu'au final, nous puissions tous profiter d'une ville en harmonie. Muchas gracias, merci beaucoup Laura Navarrete d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes directrice marketing de Destination Madrid. Zone Europe. Rendez-vous à présent à la Casa de Velázquez, une institution française basée à Madrid et consacrée aux arts et aux sciences. Nous rejoignons Nancy Berthier, elle est professeure des universités à la Sorbonne, spécialiste en cinéma hispanique et c'est la première femme directrice de la Casa de Velázquez. Piensa en mí y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Nancy Berthier, bonjour.
Bonjour. Merci de nous accueillir ici donc à la Casa de Velázquez, un lieu rempli d'histoire important pour les relations franco-espagnoles. C'est une institution qui a été fondée il y a plus de 100 ans, un lieu donc rempli d'histoire. Il y a eu des périodes un peu compliquées pour ce lieu, notamment après la guerre d'Espagne. Oui, alors effectivement, 100 ans, tout dépend un peu du point de départ. La Casa de Velázquez est créée officiellement en 1920 par Pierre Paris, un archéologue qui avait été membre de l'école française d'Athènes et qui, venant en Espagne, est tombé amoureux de l'Espagne et il a du coup étudié l'influence des Grecs en Espagne, puis les Ibères, et puis il a cherché à reproduire ce qu'il avait connu à Athènes pour s'implanter en Espagne. Il était aussi amoureux d'art, il était directeur de l'école des beaux-arts de Bordeaux, et il a donc conçu cette idée très insolite pour l'époque, ce pari fou, de créer à la fois une école française à l'étranger, donc une résidence de chercheurs, mais aussi une Villa Médicis. Il est passé par la Villa Médicis comme tous les archéologues La Villa de Médicis l'époque. à Rome. La Villa Médicis de Rome, à savoir donc une seule maison, la Casa de Velázquez, qui abrite dans son projet et qui abrite encore aujourd'hui des chercheurs et des artistes. Donc là, on est en 1920 fondation. En 1928 est inaugurée la partie, on va dire, centrale de la Casa de Velázquez. Ce patio n'était pas encore construit. Donc inauguration par le roi Alphonse XIII, qui était très intéressé par le projet et qui a cédé ce terrain de 2 hectares où est implantée la Casa, un des plus beaux espaces de la cité universitaire, alors en construction. Et la Casa, le bâtiment a été terminé en 1935, donc ce patio. Alors il n'a pas été vraiment terminé puisque faute d'argent, on n'a pas pu ouvrir la 4e, enfin fermer, je veux dire, le 4e côté, ce qui nous vaut aujourd'hui une magnifique vue. Et en 1936, effectivement, la guerre civile et la partie centrale, le bâtiment central de la Casa de Velázquez va être très sérieusement endommagé. Et la maison va être construite en 59, selon un style plus moderne, un style italien précisément. Alors ce lieu, c'est donc un lieu de chercheurs où les chercheurs se réunissent avec notamment l'école des hautes études hispaniques. Est-ce que vous avez un exemple de recherche que l'on fait ici ? Alors, École des hautes études hispaniques, c'est l'ancien nom, donc, qui a été créé d'ailleurs un peu avant la fondation de la Casa de Velázquez. Aujourd'hui, c'est École des hautes études hispaniques et ibériques, qui inclut donc tout ce qui concerne la péninsule, à savoir notamment le Portugal, et puis le nord du Maghreb et la dimension transatlantique. Alors, nous accueillons environ une vingtaine de chercheurs pour des résidences longues sur des projets postdoctoraux aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple de recherche très intéressante d'une personne qui va être recrutée l'année prochaine, qui est pour moi assez emblématique de ce qui est intéressant pour la Casa de Velázquez. C'est une chercheuse postdoctorale qui va travailler sur l'art militant des communautés indigènes du Chiapas dans le processus de patrimonialisation. C'est un art militant, c'est pas conçu comme de l'art au sens traditionnel du terme, et elle va l'étudier à partir de la politique d'acquisition du Reina Sofia. Alors vous accueillez des chercheurs mais aussi des artistes en résidence, soit sur 1 an, soit donc à plus court terme, sur 3 mois. Quels sont les arts que vous accompagnez ici ? Vous mettez l'accent sur la pluridisciplinarité, si j'ai bien compris ? Alors, la pluridisciplinarité est au cœur de l'établissement, tant dans la dimension scientifique d'ailleurs que dans la dimension artistique. Alors, une pluridisciplinarité qui est, on va dire, relative dans la mesure où notre grande marraine, c'est l'Académie des Beaux-Arts, qui a présidé à notre fondation. Du coup avec les disciplines artistiques qui sont représentées à l'Académie des Beaux-Arts, à savoir donc les arts visuels, le cinéma, la photographie, la gravure, le dessin. Mais nous avons ouvert à travers des bourses en collaboration, donc
la pluridisciplinarité liée à l'Académie des Beaux-Arts, c'est dans le cadre des résidences longues. Et dans le cadre de résidences courtes, nous avons élargi le champ disciplinaire à d'autres disciplines au fur et à mesure des années, de façon à couvrir un spectre extrêmement large et à avoir pour cette maison la possibilité de représenter toutes les formes artistiques contemporaines. Bien, merci beaucoup Nancy Berthier d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la directrice de la Casa de Velázquez ici à Madrid. On écoute maintenant une artiste en résidence ici pendant 3 mois qui a bénéficié justement de la bourse Laine et Création, une bourse en collaboration avec donc le Mobilier National et l'ADAGP. Elle s'appelle Sarah Viguier. La bourse Laine et Création, qui est donc un dispositif assez nouveau, je l'ai découverte par l'intermédiaire d'une veille un petit peu active que je faisais par rapport aux différentes résidences proposées par la Casa, la Villa Médicis. Enfin, je suis un petit peu l'actualité de ces différents lieux de résidence. Et pour la première fois, il y avait une résidence qui s'intéressait vraiment au métier du textile, en fait, et au métier d'art. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être pour moi, sachant que c'est très peu fréquent, en fait, les résidences propres au textile, et où, on va dire, le textile n'est pas seulement considéré comme un artisanat, mais aussi comme le véhicule, ou le médium pour aller vers de l'art ou de la sculpture d'art. C'est ce qui est un peu le projet que je propose dans le cadre de cette bourse. C'est un projet autour d'une créature un peu étonnante qui est un peu folklorique, mythologique en Espagne. En Espagne et un petit peu en Italie aussi, enfin dans différents coins autour de la Méditerranée, qui s'appelle le gambusino. Et c'est une créature, en fait c'est un dispositif de jeu inventé par des adultes pour occuper les enfants, souvent au champ quand on ramasse quelque chose ou dans une tâche un peu rébarbative. Et en gros, on va faire croire par tout un tas de stratagèmes à cette créature. Et donc l'enfant se met à imaginer son gambusino. Chaque enfant a une image en fait un peu particulière de cet être. Et ensuite, donc on en a un peu peur parce que les adultes se mettent à faire des cris, on nous montre un croc, une mue de serpent, une trace, et donc on a peur. Et après, l'idée c'est d'aller chasser le gambusino, donc de créer des outils de chasse un peu craft, et d'aller. C'est une partie de chasse, mais une partie de chasse infinie. Parce qu'évidemment, cet être, il n'existe pas. Et en fait, c'est un peu ce dispositif de jeu que je transfère dans mon dispositif de tissage. D'une part parce que le tissage, j'en avais une peur bleue, c'est technique, c'est compliqué. C'est une série d'étapes, en fait, assez complexes à maîtriser. Et donc, il fallait un peu braver toutes ces peurs-là. Et ensuite, ce gambusino, je le tisse. En gros, mon idée avec le tissage, c'est de me servir de ce savoir-faire plutôt 2 dimensions pour aller vers de la 3 dimensions et pour aller vers des sculptures autoportantes ou en suspension, en me servant d'un matériau que j'ai mis au point, qui est un caoutchouc biosourcé. En fait, ça m'a pris pas mal de temps. Et je me sers du caoutchouc comme un peu mes muscles et mes tendons pour gonfler ma structure, et de la laine comme la toison, en fait, le duvet, les poils de mon gambusino. Le padel est un sport en plein essor en Espagne. Selon la Fédération internationale de padel, ils étaient plus de 6 millions à pratiquer ce sport en Espagne l'an dernier, en 2022. On en parle tout de suite avec Yannick, il est professeur de padel.
Zone Europe. Hola Yannick. Hola, ¿qué tal? Merci beaucoup de nous accueillir ici à la Rio Arena Padel de Madrid. Le padel, c'est un sport, je l'ai dit, en plein essor en Espagne ces dernières années. Comment est-ce qu'on explique ce succès et il dépasse quasiment le tennis. Il dépasse le tennis sur les dernières années. Oui, en effet, car c'est un sport qui est très amusant et surtout car il a beaucoup de flexibilité, dans le sens où tous les âges peuvent jouer, du plus petit, jeune, aux personnes âgées. C'est très facile. Il ne requiert pas tant que ça de la forme physique, comme par exemple le tennis, où il faut beaucoup plus de puissance, ça fatigue davantage. Ici, on joue à 2 contre 2. L'effort se divise plus et c'est bien plus simple à apprendre. Je crois que pour ces raisons, le padel s'est énormément développé ces dernières années, surtout les 5 dernières années. Et en ce moment, il devient l'un des sports les plus pratiqués du monde. C'est un sport qui se développe énormément, surtout ici en Espagne. Quelles sont les différences je crois qu'il y a quelques différences de règles avec le tennis. Comment on s'adapte justement? Qu'est-ce qui change? Clairement, ici surtout, c'est qu'il y a beaucoup plus de volets, c'est-à-dire des balles sans rebond. Car derrière, le court est fermé. Le terrain est moins long que le court de tennis. Au tennis, il y a presque toujours un rebond. C'est une distance beaucoup plus longue. Et donc, nous avons ici les vitres et les portes pour faire rebondir la balle. En conséquence, elle te reviendra toujours. C'est la principale différence. L'objectif du padel est de réussir à monter au filet, c'est-à-dire d'être ici, là, pour pouvoir faire des volets, parce qu'il est plus facile de gagner le point ensuite. C'est la différence. Cette puissance dans le tennis est beaucoup plus importante. Et c'est ce que vous devez sentir, savoir quand il y a un coup plus faible et quand vous pouvez en profiter pour faire un smash plus fort. Alors maintenant, tu m'as donné envie d'essayer. Je te propose, on échange quelques balles, vamos? Venga, vámonos. Vale. yo pudiera, si me dejaras, si me atreviera, si el cielo hablara, te diría que pierdo las ganas de odiar si acomodo mi paso a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Zone Europe sur Sensation.